Bonjour, je suis Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du doute. Le doute, ça n'a pas l'air d'être un sujet très agréable comme ça, mais vous allez voir, il réserve quelques surprises. Alors le doute, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous expérimentez très certainement au quotidien si vous faites une thèse. Le doute, c'est j'ai écrit ce chapitre et je ne sais pas s'il est bon, s'il est suffisant. Le doute, c'est j'ai cette question de recherche, je ne sais pas si elle tient la route. J'ai ce plan de thèse, mais est-il correct? Et voilà, c'est le doute en permanence sur la qualité suffisante de notre production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très banal. Je pense que ça fait partie de l'expérience de la thèse. Alors vous doutez d'autant plus que en fait personne ne vous dit quand on fait une thèse, ou rarement, euh, oui, c'était tout à fait ça qu'il fallait faire, c'était le résultat qu'il fallait obtenir, c'était... Voilà. En fait, vous n'avez pas ce retour-là. La plupart du temps, alors vous pouvez avoir des retours critiques. Si vous avez bien fait les choses, on vous dit rien, on vous invite à continuer. Mais il n'y a jamais une validation totale. Oui, c'était ça qu'il fallait trouver. Parce que ça n'est pas le sens de la recherche, bien sûr. On n'a pas une idée ultime de ce que doit être la réalité qu'on trouve. Donc on avance un peu dans l'incertitude. Donc le doute fait vraiment partie des choses. Alors peut-être que vous trouvez ça désagréable de douter en permanence. Eh bien, je vais peut-être renverser un peu la perspective et amener une idée nouvelle pour, pour vous peut-être, mais qui est une idée connue des psychologues, qui est que le doute fait partie de l'intelligence. Il est vraiment intrinsèquement lié à l'intelligence. C'est une fonction ou un attribut, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est lié à l'intelligence. En fait, le doute, donc, c'est ce qui nous permet de nous questionner. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'aller au-delà des préjugés, de ne pas être crédule, de ne pas céder aux évidences, de chercher des explications. Voilà, donc par exemple, voilà, un exemple intéressant, c'est les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel. Donc là, c'est documenté que ces personnes-là ont des capacités cognitives importantes, donc ce qu'on va appeler l'intelligence. Eh bien, il est prouvé qu'elles ont aussi une prévalence de troubles anxieux, voilà, 2 à 4 fois supérieure à la population générale. Voilà. Donc ça, ce sont des études en psychiatrie. Et le trouble anxieux, c'est quoi? C'est la folie du doute. C'est le doute. Et donc on retrouve ce lien entre l'intelligence et le doute. C'est un lien vraiment primaire, en fait, important. Donc, en fait, vous voyez que le doute, il n'est pas négatif en lui-même. Il a une fonction. Et il peut avoir une fonction positive. Voilà. Si on a appris à l'apprivoiser, enfin, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Si on a appris à vivre avec et à l'apprivoiser, il peut être positif. Plus largement, je dirais, au-delà de l'expérience individuelle, dans le fonctionnement de la recherche en général, le doute est vraiment fondateur. C'est vraiment important. Charles Péguy, donc au siècle dernier, parlait de la perpétuelle inquiétude du savant. Il le comparait à l'assurance nécessaire du professeur. Le professeur enseigne des savoirs établis, qui sont considérés comme établis, et le savant, lui, est en perpétuelle inquiétude. Il se pose toujours des questions. Est-ce que tel axiome est vérifiable? Est-ce qu'il y a un biais dans ma recherche? Il cherche toujours à vérifier. Tout le temps, il doute, il doute. Et ça fait partie de son ADN de ce qu'on appelait les savants. Donc voilà, on dirait aujourd'hui un chercheur, un scientifique. Donc c'est ça qui va l'amener à toujours vérifier. Donc le doute et la recherche ont évidemment une histoire en commun. C'est parce qu'on a commencé à douter déjà de ce que nos sens nous indiquaient qu'on a fait les premières découvertes scientifiques. Alors vous voyez donc que le doute peut être un moteur, mais il peut aussi être paralysant. Il a ces deux vertus. Alors, enfin ces deux pouvoirs si vous voulez. Pourquoi? Eh bien je pense qu'il y a le doute est bon quand il porte déjà sur le bon objet. Et parfois, il déborde de son objet légitime.
Je m'explique. Si vous pouvez douter de vos travaux, ok, ça fait partie du jeu, mais si vous doutez de vous-même et de votre propre identité, là, ça déborde en fait, c'est un doute qui déborde. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui touche énormément de gens. Là, ça porte plus sur votre méthode, vos résultats, ça porte quasiment sur votre être, sur votre identité. Vous vous dites, mais non, moi je ne pourrais jamais incarner un chercheur, je ne pourrais jamais être docteur. En fait, ce sont vos croyances sur vous-même qui vont provoquer ce doute et qui vous limitent. Donc là, c'est un problème d'estime personnelle. Un autre doute, je dirais, envahissant, c'est le doute du perfectionniste. Le perfectionniste n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a posé un idéal inatteignable, l'idéal de perfection. Et donc le perfectionniste, il y en a énormément parmi les doctorants, et c'est très bloquant, c'est vraiment quelque chose qui freine la progression. Donc le perfectionniste rejette l'idée du ratage, de l'échec. Ça l'angoisse trop en fait, il ne peut pas y penser, donc il faut que les choses soient faites parfaitement. Du coup, il doute de tout. Mais je dirais que quand on y pense bien, c'est vrai que le doute peut être envahissant dans l'esprit du perfectionniste, mais justement, en fait, il essaye de le combattre, ce doute. Il rejette la possibilité du doute. Il ne peut pas l'apprivoiser. Il refuse de vivre avec le doute. Et c'est pour ça qu'il va, comme autant de garde-fous, chercher une perfection dans son travail. Et voilà, là, c'est quasiment une folie de négation de la possibilité du doute. Et vous voyez que là, c'est handicapant en fait, c'est quelque chose qui va freiner l'action, qui va freiner l'apprentissage en fait, même vraiment, parce que l'apprentissage se fait par l'échec. D'autres formes de doute plus positives. Donc, douter de ses compétences par exemple. Là, donc, je vous ai cité des formes de doute qui ne sont pas adéquates. Mais qu'en est-il de douter non pas de son identité, mais de ses compétences? Par exemple, j'ai l'impression que j'écris pas bien, je ne sais pas écrire. Ou bien, je me sens nulle à l'oral, je n'ai pas confiance. Ok. Ce doute, il est, je pense, légitime. C'est bien de douter de ses compétences si c'est un moteur. C'est-à-dire si on se dit, ok, j'ai l'impression que je ne suis pas bonne à l'oral, ben, je vais me former, je vais m'entraîner. Ou il me semble que mon écriture n'est pas suffisante en fait, ou que je ne m'exprime pas bien à l'écrit, ben, je vais me former à l'écriture. Donc vous voyez, là le doute, il vous indique des choses pour aller vers un perfectionnement. Non pas vers la perfection, mais vers un perfectionnement. Nuance importante. Donc, si le doute sur vos compétences, il vous amène en fait à agir, il vous pousse à l'action, il est positif. S'il vous pousse à la dévalorisation, c'est qu'il est trop, il déborde de son lit là, comme un fleuve, et il va falloir le recanaliser. Ok? Et puis, donc j'en reviens à ce que j'abordais tout à l'heure, qui est le bon doute, vraiment le doute de ses idées, de ses résultats. Il est nécessaire ce doute-là, vous ne pouvez pas l'éradiquer, sinon c'est qu'on n'est plus dans la recherche, on est dans l'idéologie. Il est bon de douter de ses résultats. Donc, ne pas prendre ces résultats pour argent comptant, savoir les vérifier et les revérifier, accepter le dialogue, encadrer ces résultats, c'est-à-dire connaître leurs limites, avec des expressions comme en l'état actuel de mes recherches, je conclus que, ou dans tel champ, à l'intérieur de telle borne, j'ai observé que. Donc c'est vraiment savoir poser les limites pour pouvoir ouvrir le dialogue. Ça, c'est très très important. Je vous invite vraiment à cultiver ça. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout ici dans le doute qui nous empêche de faire notre thèse, qui nous paralyse, qui nous diminue, qui nous dévalorise. Au contraire, on est dans un doute vraiment fécond. Et donc là, il faut accepter en fait que le texte qu'on va rendre, oui, peut être discuté, que nos résultats sont discutables. Et donc ça fait partie du jeu. Accepter le doute, c'est sortir du perfectionnisme, et c'est se permettre de faire de la recherche et de pouvoir écrire des choses. Sinon, on ne peut pas en fait. Donc accepter le doute, c'est et apprivoisez-le, c'est-à-dire ne le laissez pas tout envahir, mais donnez-lui le domaine qui lui revient en fait.
Donc ça va vous permettre d'avancer avec plus d'assurance, à la fois, je dirais, de l'humilité et de l'assurance. Curieusement, on pourrait penser que les deux sont contradictoires, mais là, du coup, je pense que c'est lié, que si vous avancez avec humilité, donc vous acceptez la possibilité de l'imperfection, ben, ça va vous donner plus d'assurance. Vous n'allez pas avoir la barre trop haute, en fait. Vous allez accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le doute. J'espère que ça va vous faire réfléchir et que ça va vous amener vous aussi à apprivoiser vos doutes. Et je vous dis à très bientôt.